Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances. Donc, au nom du Fonds de recherche du Québec et de son partenaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, il me fait extrêmement plaisir de pouvoir animer cette rencontre qui permettra d'en connaître davantage sur les résultats de deux recherches menées dans le cadre du programme de recherche sur les jeux de hasard et d'argent. Nous entendrons aujourd'hui tour à tour Eva Monson de l'Université de Sherbrooke et Sylvia Queiroz de l'Université Concordia pour une rencontre qui prendra fin autour de midi. Donc, je suis Karine Gendron, responsable de programme à la direction des actions concertées du Fonds de recherche du Québec. Donc, c'est avec plaisir que j'animerai la séance d'aujourd'hui. Je vais aussi être accompagnée d'une collègue du ministère de la Santé et des Services sociaux, Valérie Garceau, qui pourra s'occuper de la période de questions. Il est intéressant de savoir que le programme de recherche sur les jeux d'hasard et d'argent est issu d'un partenariat de longue date entre le FRQ et le M3S. Le programme a été créé en 2002 et plusieurs éditions ont vu le jour depuis. Les projets présentés aujourd'hui ont été retenus au concours de 2020 et de 2021. Les travaux ont été lancés en plein cœur de la période pandémique, puis le concours de 2020 ciblait précisément les pratiques des jeux d'hasard et d'argent en ligne au Québec, thématique qui recoupe en fait les deux présentations proposées aujourd'hui. Précisons que le M3S a financé la totalité de ses recherches. Nous le remercions d'ailleurs de s'engager dans le soutien de la recherche et de reconnaître son importance afin d'éclairer les décisions, les stratégies, les actions gouvernementales à mettre de l'avant pour appuyer les milieux pratiques et citoyens sur cette question d'une grande importance. L'objectif principal du projet de recherche sur les jeux d'hasard et d'argent est d'améliorer les connaissances sur les jeux d'hasard et d'argent et le trouble lié aux jeux d'hasard et d'argent afin de contribuer à prévenir et à réduire les conséquences néfastes qui y sont liées. Les concours de 2020 et de 2021 visaient notamment à élaborer des pistes d'action fondées sur des données probantes, ayant pour but l'élaboration et la mise en place de politiques publiques adaptées aux besoins des milieux, intervenants, gestionnaires, décideurs, visant à encadrer la pratique du jeu en ligne. Le programme vise également à susciter ou consolider des alliances entre la communauté scientifique et les milieux de l'intervention pour favoriser la collaboration dans la réalisation de projets sur cette thématique. Un autre objectif est d'innover en développant de nouveaux champs ou objets de recherche sur les jeux d'hasard et d'argent et en proposant, à partir de nouvelles connaissances, des moyens pour soutenir et améliorer les services de prévention, de réduction des méfaits et de traitement des troubles liés aux jeux d'hasard et d'argent et des problématiques associées. Ce programme s'inscrit dans la programmation des actions concertées du Fonds de recherche du Québec. Donc, aux actions concertées, ce sont les partenaires qui définissent les objectifs, les besoins de recherche du programme, alors que le Fonds est quant à lui responsable de la gestion du financement, allant de la coordination des comités d'évaluation des dossiers déposés à l'organisation des différentes rencontres qui permettent aux équipes de recherche de discuter avec les partenaires des ministères et différents milieux. Nous nous assurons également du respect de la liberté académique et de la propriété intellectuelle des chercheurs et des chercheuses. Sur ce point, même si elles reçoivent leur financement d'un ministère, les personnes titulaires d'un octroi sont seules responsables du contenu de leurs travaux et elles sont libres de présenter leurs résultats par différents moyens jugés pertinents. Au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, le Fonds organise une activité de transfert permettant de favoriser l'appropriation des connaissances par les milieux utilisateurs. C'est autour de cette rencontre que nous sommes réunis aujourd'hui. Vous êtes plusieurs personnes en ligne avec nous. Vous provenez de différents milieux, décideurs, citoyens, communautaires, de l'intervention, de la recherche, ce qui promet une période d'échange assez riche, échange que nous allons d'ailleurs encourager tout au long de la séance. Pour ce qui est du déroulement de cette séance, chaque équipe disposera de 30 minutes de parole. Nous les entendrons tour à tour et vous pourrez poser vos questions pendant les 15 minutes qui suivront leur présentation. Je rappelle que je suis accompagnée aujourd'hui de Valérie Garceau, conseillère en dépendance à la direction des services sociaux généraux, à la dépendance et à l'itinérance du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle a accepté d'animer la période d'échange, se proposant ainsi d'être votre porte-voix, puisque vos questions seront à inscrire dans la boîte de discussion.
Vous constaterez que vos caméras et vos micros ne peuvent s'activer puisque nous enregistrons la séance pour la rediffuser par la suite sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Cela dit, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin puisque la période de questions ne sera pas rediffusée. Souvent, on a des échanges dans cette période qui sont très riches, donc vous allez profiter là, de ces échanges si vous restez avec nous jusqu'au bout. Par ailleurs, je vous informe que les questions écrites dans la boîte de discussion ne sont pas visibles à l'ensemble des participants et des participantes. Elles ne sont accessibles qu'aux panélistes que vous voyez à l'écran ou que vous allez voir à l'écran. N'hésitez donc pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête pendant la présentation, même si nous n'y répondrons qu'à la toute fin. Je suis également accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, qui est responsable des aspects plus logistiques et techniques de la rencontre. Elle pourra vous aider avec tout éventuel problème technique. Puis je la remercie d'ailleurs de veiller sur nous ainsi. Sans plus tarder, j'inviterai Eva Monson de l'Université de Sherbrooke à nous présenter son projet de recherche s'intitulant Mieux comprendre les inégalités et les comportements de jeu, augmenter nos chances en tenant compte des lieux, des espaces et de l'expérience vécue. Alors qu'elle peut amorcer le partage d'écran, je pourrais me permettre de la présenter en quelques mots. Eva Monson est psychiatre et elle est professeure sur les dépendances de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Ses intérêts de recherche sont centrés sur la compréhension du comportement humain. Au cours des dernières années, son attention s'est portée plus précisément sur la recherche concernant le point de rencontre entre la santé mentale et la dépendance. Ces domaines spécifiques d'intérêt comprennent un mélange d'épidémiologie psychiatrique, de santé de la population et de psychopathologie des maladies mentales. Les sujets qu'elle traite incluent les facteurs contextuels tels que les perceptions de voisinage, les comportements addictifs, dont les jeux d'hasard, le stress traumatique, la gestion de volumineux fichiers de données, les méthodes de recherche novatrices et les statistiques à divers paliers. Elle est également accompagnée d'Émilie Jobin, étudiante de doctorat qui a collaboré à sa recherche. Donc, sans plus tarder, pour les 30 prochaines minutes, je vous cède la parole. Merci d'être avec nous. Merci. Est-ce qu'on voit bien toute Oui, la diapositive? OK, parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme mentionné, je m'appelle Eva Monson. Oh, je dois bouger quelque chose. OK. oui, en fait, on partage votre Ouais, rapport de recherche, tout ouais, simplement. c'est ça. OK. OK, comme mentionné, je m'appelle Eva Monson et je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de notre projet issu de l'action concertée de FRQSC de 2019. Et, comme mentionné aussi, c'est intitulé Mieux comprendre les inégalités et les comportements de jeu, augmenter nos chances en tenant compte des lieux, des espaces et de l'expérience vécue. Voici un aperçu rapide du plan de la présentation aujourd'hui. Avant de commencer la présentation, je dois vous présenter notre équipe de recherche et peut-être les personnes qui sont ici avec moi peuvent apparaître. Je ne peux pas te voir, mais j'espère que vous êtes là. Il s'agit notamment de ma co-chercheure, la professeure Sylvia Kérouz de l'Université Concordia, qui détient la chaire de recherche sur le jeu ici au Québec. Elle va parler de nos projets sur le COVID après cette présentation. Il y a aussi notre collaboratrice Tara Hammond qui malheureusement ne pouvait pas être ici aujourd'hui puisqu'elle est analyste de recherche à temps plein à Statistique Canada. Et il y a aussi notre coordinatrice de recherche, Emily Jobin, qui parlera des résultats qualitatifs pendant cette présentation. Elle est aussi, comme mentionné, une candidate au doctorat avec moi à l'Université de Sherbrooke. Et pour son projet doctoral, elle a choisi de prendre le projet vraiment en main et l'adapter pour une collecte de suivi. Alors peut-être, lors de la période des questions, elle pourra vous parler un peu de ses travaux aussi. Je tiens aussi à mentionner Rebecca Sherritt qui nous a aidé à rassembler certains tableaux et figures pour cette présentation. Encore en termes de contexte, mais avant de commencer pour vrai, je veux remercier le FRQ pour cette subvention. En 2019-2020, ce projet a été financé et j'étais incroyablement soutenue. Pendant ce temps, le monde a changé.
La COVID a frappé et tout d'un coup, tout le monde s'est intéressé à ce nouveau sujet brûlant. Grâce à cette subvention, je vais être l'un des premières à publier sur ce sujet. Et ça nous a d'ailleurs aidé à générer des données solides qui nous ont permis d'accéder à d'autres subventions et qui nous permettront d'être un leader vraiment dans le domaine. Passons maintenant à quelques éléments de contexte concernant le projet. En bref, les problèmes liés au jeu sont associés à d'énormes coûts pour les individus, les familles et la société. Les données empiriques indiquent aussi que les risques associés à la participation au jeu et les problèmes de jeu sont de nature multidimensionnelle et ne sont pas répartis de façon égale dans la population. En fait, ceci varie selon les facteurs individuels et environnementaux. Un des facteurs dont la relation avec le jeu problématique est bien connu est le statut socio-économique. Les personnes avec un faible revenu sont particulièrement à risque de développer des problèmes liés au jeu. Mais ces connaissances sont fortement centrées sur les données liées aux activités de jeu hors ligne. Aujourd'hui, les jeux en ligne sont de plus en plus accessibles, et ce, dans une multitude de plateformes et de contextes et en tout temps. L'explosion de jeux en ligne a fourni des opportunités de jeu de large éventail de personnes qui n'avaient peut-être pas auparavant un accès direct. Ce phénomène suscite des questionnements importants sur le plan de la santé publique. Une grande accessibilité aux jeux en ligne a un potentiel d'accroître les problèmes de jeu. Cette constatation est importante compte tenu qu'il y a plus de méfaits et qu'ils sont plus sévères parmi les joueurs en ligne comparativement aux joueurs hors ligne. Toutefois, les recherches existantes sont limitées au niveau des jeux en ligne et des inégalités socio-économiques. Pour gagner du temps pendant cette présentation, je vais faire référence à Machine à sous et à Paris Loterie en juste parlant simplement du machine à sous pendant, comme j'avais mentionné, toute la présentation. Alors, hors ligne, les machines à sous sont considérées la forme de jeu d'hasard et d'argent la plus risquée pour développer un problème de jeu. La, part la participation et la densité des machines à sous hors ligne sont des facteurs prédictifs importants d'un problème de jeu. Et la distribution spatiale des appareils loterie vidéo en particulier est corrélée avec les quartiers les plus défavorisés, ce qui a amené les chercheurs à recommander le retrait des machines dans les quartiers les plus défavorisés. Mais qu'est-ce que cela signifie maintenant que tout le monde a accès à une machine à sous dans sa poche? Eh bien, la recherche sur les machines à sous en ligne est limitée. On sait qu'une étude a trouvé que parmi les personnes jouant aux machines à sous en ligne, ceux ayant un problème de jeu avaient des revenus plus faibles comparativement aux ceux qui n'avaient pas de problème de jeu. Et tout cela nous démontre donc l'intérêt d'explorer la participation des gens aux machines à sous en ligne, ainsi que son influence sur leur relation avec les inégalités socio-économiques. Alors, voici nos objectifs. À la suite de la pandémie de COVID, nous avons dû faire des changements. Mais en général, l'idée est que nous voulions, comme premier objectif, explorer les inégalités économiques dans les pratiques et les problèmes associés aux jeux en ligne, et en particulier les machines à sous en ligne à l'aide d'une enquête provinciale. Notre deuxième objectif était de cultiver une meilleure compréhension de l'expérience vécue des personnes jouant aux machines à sous hors ligne et en ligne à l'aide d'entretiens qualitatifs pour spécifiquement contraster les expériences de jeu sur les machines à sous hors ligne et en ligne, et aussi d'explorer les différences entre les lieux et les espaces où les personnes jouent aux machines à sous. Je vais d'abord parler des méthodes et des résultats quantitatifs, et puis Emily Jobin, notre coordinatrice, continuera avec la phase qualitative. En raison des circonstances liées à cette pandémie et pour éviter une collecte de données redondantes, nous nous sommes associés au projet COVID-enjeu.com pour notre collecte de données quantitatives. Toutefois, nos chiffres sont légèrement différents étant donné que nous avions une population d'intérêt particulière qui étaient les personnes
qui ont joué en ligne au cours de la dernière année. Comme mentionné, on va avoir une présentation sur les résultats de l'ensemble de l'échantillon après cette présentation. Mais en général, la collecte de données a été réalisée en 2021 auprès d'une population de plus de 4 000 joueurs en ligne. Ils étaient de 18 ans ou plus et devraient parler français ou anglais et résider au Québec. Pour les résultats quantitatifs, voici quelques caractéristiques sociodémographiques de notre population. Ces tableaux sont juste pour démontrer les trois populations et quelques différences que nous avons examinées. Pour les trois groupes, c'était les joueurs en ligne des 12 derniers mois, les joueurs machine à sous et les joueurs qui ne jouent pas aux machines à sous. D'ailleurs, les joueurs aux machines à sous en ligne étaient plus susceptibles d'être âgés 45 à 64 et d'avoir un diplôme de niveau secondaire ou moins. Ils étaient plutôt célibataires ou divorcés, séparés ou veufs. Et d'avoir un revenu de ménage de moins de 30 000 ou entre 30 000 et 60 000. Et encore de se trouver en dessous du seuil de faible revenu au Québec. Comparé aux joueurs qui ne jouent pas aux machines à sous, les joueurs de machines à sous jouent en moyenne à plus d'activités en ligne. Ils sont plus probables de jouer aux loteries de jeux grattage et au poker, bingo, e-sports et d'autres jeux casino. Avec les problèmes de jeu, les résultats ont démontré que les personnes jouant aux machines à sous en ligne sont plus à risque de développer un problème de jeu comparativement aux personnes qui jouent à d'autres types de jeux en ligne. Plus d'un tiers des personnes jouant aux machines à sous en ligne étaient à risque modéré ou élevé de développer un problème de jeu, tandis que moins de 13% pour les personnes jouant à d'autres types de jeux en ligne. Et ces données nous démontrent l'importance d'examiner les différents types d'activités, comme les machines à sous. Parce qu'auparavant, nous parlions plutôt de toutes les personnes qui jouent en ligne, mais vraiment maintenant, c'est important peut-être de plus en plus regarder les différentes activités. Ici, on voit les problèmes de jeu en fonction de revenus des ménages chez les joueurs machines à sous et non machines à sous. Pour les deux, il est possible d'observer que le pourcentage de personnes dans les groupes plus à risque augmente lorsque le niveau de revenu diminue. Pour commencer à droite, on voit que les joueurs qui s'adonnent à d'autres types de jeux en ligne que les machines à sous ont une plus grande proportion de personnes ayant un problème de jeu parmi celles qui déclarent un revenu inférieur à 30 000, comparativement à ceux ayant un revenu de ménage au-dessous de 100 000. Mais on voit que cette tendance est encore plus prononcée parmi les personnes jouant aux machines à sous en ligne, avec presque 25% des joueurs déclarant un revenu inférieur à 30 000 et qui ont un problème de jeu comparativement à 11% parmi ceux déclarant un revenu supérieur à 100 000. Et cette diapositive est la suivante démontre l'importance d'examiner l'ensemble du spectre économique dans le cadre de la recherche sur le jeu en ligne. Et finalement, les mêmes tendances s'observent lorsqu'on examine la concentration des problèmes de jeu en lien avec la mesure de faible revenu. Pour les joueurs qui s'adonnent à d'autres types de jeux en ligne que les machines à sous, ici à droite encore, la proportion des joueurs ayant un problème de jeu augmente de 3 à 8 parmi les joueurs qui déclarent un revenu inférieur au seuil de faible revenu. Et pour les personnes jouant aux machines à sous en ligne, ici à gauche, cette différence est plus prononcée, comme on avait vu, avec une augmentation de 13% à presque 23% des joueurs qui déclarent avoir un revenu en dessous du seuil de faible revenu ayant un problème de jeu. Je vais maintenant passer la parole à Emily Jovain, notre coordinatrice du projet, pour qu'elle puisse nous parler des nouveaux résultats de notre volet qualitatif. Oui, merci Eva. Donc, je vais vous parler de la phase qualitative du projet. Pour vous rappeler, l'objectif de la partie qualitative était de contraster les expériences de jouer sur les machines à sous hors ligne et en ligne et d'explorer les différences entre les lieux et les espaces où les personnes jouent.
Donc, pour ce faire, nous avons fait des entrevues semi-dirigées qui ont duré en moyenne 1 heure et demie. Nous avons fait 41 entrevues entre avril 2022 et février 2023. Nous avons recruté des participants de la phase 1 du projet, donc qui ont répondu à l'enquête et qui avaient accepté d'être contactés. Et pour participer à la phase 2 du projet, les participants devaient avoir joué aux machines à sous hors ligne et en ligne dans les 10 dernières années pour pouvoir contraster des expériences et avoir également joué aux machines à sous au moins une fois par mois pendant une période de 6 mois entre 2019 et 2022 pour s'assurer qu'il y a une expérience quand même récente avec les machines à sous. Les participants ont été sélectionnés en fonction de leur genre, revenu, région et leur score à l'ICGA afin de s'assurer qu'on a un échantillon quand même diversifié et une diversité d'opinions sur le sujet. Les instruments audio ont été transcrits en verbatim et nous avons fait une analyse de contenu thématique pour analyser les entretiens. Donc, notre analyse a révélé 2 thèmes principaux. Le premier est l'ambiance du jeu, incluant les sons et le visuel de l'environnement. Le deuxième thème, c'était les machines eux-mêmes, donc incluant les effets audiovisuels et le processus de sélection de la machine. Pour commencer avec le premier thème, merci. Pour commencer avec le premier thème, l'ambiance du jeu, c'est l'aspect qui a ressorti le plus de tous nos entrées. Les participants ont noté une différence significative entre l'ambiance de jouer hors ligne dans un casino ou un bar et l'ambiance en ligne. Donc, plus spécifiquement, hors ligne, les participants notent une ambiance festive. Sont entourés de gens, de lumière, de décoration. C'est le fun, c'est une ambiance attirante. Comparativement en ligne, il n'y a pas vraiment d'ambiance. Il n'y a pas tous ces aspects-là. Ils sont souvent seuls chez eux sur un appareil mobile ou un ordinateur. Donc, c'est beaucoup moins festif, comme qu'on peut dire. Comme Thomas dit ici, c'est vraiment l'atmosphère dans laquelle tu te trouves au casino. Tu es entouré d'opportunités, de sons, de lumière, de divertissement. Ça bouge. Alors qu'en ligne, ben, c'est vraiment beaucoup moins festif. C'est très transactionnel. Ensuite, une autre différence qui a été notée dans l'ambiance, ce sont les sons de l'environnement. Donc, hors ligne, pardon, il y a plus de sons que les participants entendent. Ils entendent les voix des gens autour d'eux, comme des conversations. Ils peuvent entendre des gens qui crient de joie parce qu'ils ont gagné un lot. Donc, ils entendent toutes sortes de choses comme ça. Ils entendent aussi la musique dans l'établissement, les sons des autres machines alentour qui font du bruit. Donc, il y a beaucoup plus de bruit ambiant et de son dans l'expérience hors ligne. Il y en a qui apprécient tous les sons qui entendent alentour. Il y en a même pour laquelle c'est dire que ça aidait à briser l'isolement, d'être entouré de gens et des entendre alentour d'eux. Ça aidait. Donc, c'était quelque chose qui était intéressant pour certains. Tandis qu'il y en a qui n'aimaient pas justement cet aspect-là hors ligne. Ils trouvaient que c'était trop stimulant, tous les bruits ambiants. Et il y en a qui nommaient qu'ils entendaient des gens se fâcher contre leurs machines et même frapper les machines. Donc ça pouvait vraiment brimer leur expérience hors ligne et donc ils aimaient moins ça de façon générale. À l'inverse, en ligne, c'est un environnement plus tranquille et silencieux. Et les gens ont plus de contrôle sur les bruits ambiants quand ils jouent en ligne, souvent sont chez eux quand ils jouent. Donc, il y en a qui préfèrent cette modalité pour cette raison-là. Ensuite, pour l'environnement visuel, les participants notent une distinction entre les casinos et les bars pour ce qui est du visuel. Donc, si on parle des casinos, ben, c'est rempli de belles décorations, de lumière, des thématiques captivantes. Les personnes qui côtoient les casinos sont perçues comme étant des personnes de classe sociale élevée, qui ont de l'argent, sont bien habillées, qui est quand même très différente à l'inverse que les bars, parce que c'est noté comme étant plus sombre et miteux. Les machines sont placées dans un coin caché. Et les gens sur les machines sont perçus comme étant plus addicts au jeu et qui ont des plus gros problèmes de jeu. Donc, il y a quand même une bonne différence entre les deux lieux de jeu. À l'inverse, en ligne, ben, c'est complètement différent. Les participants sont seuls dans le décor de chez soi, donc absent de tous ces aspects visuels. Donc, c'est un aspect qui est quand même plutôt différent en ligne aussi.
Pour le deuxième thème, les machines, premièrement, les participants ont noté des différences dans les effets visuels des machines eux-mêmes. L'opinion était quand même partagée parmi les participants. Il y en a qui trouvaient que la qualité graphique des machines hors ligne était supérieure. Il y en a qui disaient l'inverse, qu'en ligne, la qualité graphique était meilleure. Et il y en a qui disaient que ça dépendait du jeu, que certains jeux étaient mieux hors ligne et d'autres mieux en ligne. Mais les participants s'entendaient quand même pour dire que hors ligne, les écrans sont beaucoup plus grands qu'en ligne. En ligne, les gens trouvent que ça pouvait être plus petit et même difficile à voir. Souvent, ils jouent sur un téléphone cellulaire, peut-être un portable, une tablette. Peu importe, ils trouvaient que c'était plus difficile à voir. Cependant, il y en a qui projetaient l'image sur leur télévision intelligente. Là, à ce moment-là, avec un 55-65 pouces, c'était plus intéressant parce que là, l'écran était encore plus grand. C'est ça, beaucoup plus intéressant pour les participants qui faisaient ça. Ensuite, pour les effets audio des machines, hors ligne, les participants mentionnent que le son est plus fort hors ligne, ce qui est apprécié par certains participants. Mais d'autres trouvaient que c'était irritant d'ajouter le bruit de sa machine avec tous les bruits ambiants que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, ça faisait trop de stimulation. Ils optaient à ce moment-là de fermer ou diminuer le son de leur machine hors ligne parce qu'ils trouvaient que c'était trop. En ligne, l'opinion aussi était partagée. Il y en a qui aimaient mettre le son de la machine vu qu'il n'y a pas de bruit ambiant. C'était plus plaisant à ce moment-là. Il y en a qui aimaient pouvoir jouer et aller faire d'autres tâches pendant que la machine roule, comme faire à manger, faire un café ou même faire leur lavage. Ils pouvaient juste entendre les sons de la machine pour savoir s'ils ont gagné ou pas. Donc ça, c'était quelque chose qui était apprécié par certains. Par contre, il y en a qui préféraient juste jouer en silence. Pas de son, juste pouvoir rouler la machine juste avec le visuel. Ils trouvaient ça plus relaxant. Donc, comme Jessica explique ici, quand on est physiquement dans un casino, il y a beaucoup de bruit ambiant. Puis si je rajoute la machine sur laquelle je joue, là, il y a le monde qui parle, puis on entend toutes les machines. Fait que ça me tape ses nerfs. Mais quand je suis à la maison, je joue sur mon portable. À ce moment-là, je mets le son en plein milieu. Comme ça, je m'en vais me préparer un café, puis le jeu continue. Puis j'entends les petites cloches. Et finalement, le dernier thème, c'est le processus de sélection des machines. Donc, hors ligne, il y a la possibilité de se promener et voir les différentes machines, leurs caractéristiques et même la possibilité d'observer une autre personne qui joue pour voir le fonctionnement de la machine. Par contre, le point négatif qui a été soulevé, c'est que la sélection est restreinte aux machines qui sont disponibles. Donc, il se peut que quelqu'un soit assis sur la machine qu'ils veulent, et là, à ce moment-là, ça restreint leur choix. Donc, surtout si les personnes jouent pendant les heures plus occupées, là, il y a encore moins de choix de machines comparativement s'ils vont quand il y a moins de personnes qui courtoient le lieu. À l'inverse, en ligne, il y a une plus grande sélection de machines. Les participants peuvent aller à leur rythme pour regarder et sélectionner la machine qu'ils veulent, puis que personne ne peut prendre la machine entre-temps. Il y a même la possibilité d'essayer la machine avec de l'argent fictif pour voir le fonctionnement de la machine avant de miser son propre argent. Par contre, le point négatif qui a été soulevé, c'est que les sites web sont difficiles à naviguer. Ils voient juste une liste de noms de machines, mais ils doivent cliquer sur la machine pour ensuite voir les caractéristiques de la machine et ensuite ils doivent revenir à la page initiale pour voir d'autres machines. Donc, c'était plus compliqué et moins agréable de regarder les différentes machines malgré avoir autant de choix. Il y en a qui disaient que c'était trop compliqué. Donc, les deux modalités avaient quand même des avantages et des inconvénients pour la section des machines. Alors, merci, Emily. Je vais commencer mon écran. Ah, OK. Merci pour ça. Alors, en somme, les résultats de ce projet de recherche ont démontré que les profils des personnes jouant en ligne ont changé. Avant, le jeu en ligne était principalement limité aux jeunes hommes éduqués avec des revenus assez confortables. Mais maintenant, on voit de plus en plus que les jeux en ligne attirent des joueurs de toute la population. Bien que le jeu en ligne soit répandu à travers la population,
Il y a une distribution inégale des problèmes de jeu parmi les groupes socialement et économiquement vulnérables, une inégalité qui est exacerbée parmi ceux qui jouent aux machines à sous en ligne. Et en termes de les entrevues qualitatives, comme a nommé Emily, euh, avec les machines à sous et les appareils loterie vidéo, euh, on voit que l'expérience de joueur sur ces machines est différente selon la modalité de jeu et les lieux et les espaces où le jeu se déroule. Jouer sur les machines à sous en ligne à la maison, hors ligne dans un bar ou bien dans un casino sont perçus par les participants comme des activités complètement différentes et distinctes en raison des différences dans les caractéristiques des machines et dans l'environnement qui leur entoure. Leurs témoignages permettent de comprendre les motivations derrière le choix de modalités de jeu aussi. En termes de pistes de solutions, les décideurs et les gestionnaires doivent adapter les politiques, les stratégies de prévention et les services à cette nouvelle réalité de jeu en ligne, d'autant qu'il est fort probable que la demande d'aide augmente avec la croissance de la popularité des jeux en ligne qu'on voit aujourd'hui. Il est donc essentiel que les décideurs tiennent compte de ces constats dans la prise de décision quant à l'allocation des ressources pour la prévention et les services d'aide, tout en considérant les inégalités sociales qui découlent des jeux en ligne. Les résultats de ce projet de recherche mettent en lumière l'importance de développer des stratégies de prévention ciblant spécifiquement les personnes jouant aux machines à sous en ligne, considérant la concentration importante des problèmes de jeu et l'amplification des inégalités sociales parmi ces individus. Ces résultats sont particulièrement importants pour les intervenants et révélant un changement potentiel qu'on voit dans les profils des joueurs qui vont présenter dans les services d'aide. Il apparaît primordial de développer des stratégies qui permettent de rejoindre ces groupes plus vulnérables, particulièrement lorsqu'ils sont difficiles à rejoindre en ligne. Et les résultats qualitatifs sont importants à considérer dans le traitement et la prévention des problèmes de jeu, car les différents éléments identifiés contribuent au maintien ou à l'aggravation des pratiques de jeu. Notre projet a certaines limites. Entre autres, nous avons utilisé une base de données analysée dans le cadre de nos projets. Comme toutes les études transversales, on ne peut pas déduire les liens de causalité. Et pour les analyses qualitatives, les témoignages des participants sont vraiment intéressants, mais ça donne un aperçu unique des expériences vécues par ces joueurs de machines à sous. En termes de nouveaux pistes de recherche, ce projet n'est que la première étape dans l'exploration du problème de jeu en ligne avec les inégalités sociales. Il est important de poursuivre les recherches sur l'évolution de ce phénomène dans le temps, notamment à l'aide d'études longitudinales. Le paysage des jeux en ligne continue à évoluer et de progresser rapidement à travers la population. Il est donc essentiel de continuer d'explorer davantage cette réalité afin de maintenir à jour nos politiques et nos services et qu'ils soient adaptés à l'évolution constante dans les jeux au Québec. Dans cette optique, je suis incroyablement heureuse d'avoir Emily Jobin parmi nous aujourd'hui, car elle aborde certaines de ces nouvelles pistes de recherche dans le cadre de son projet de doctorat, qui est plutôt ciblé vers le sujet des trajectoires et qui regarde les appareils électroniques de jeu à travers la pandémie COVID-19. Et comme j'avais mentionné, on a eu d'autres fonds pour continuer à regarder les inégalités et les jeux en ligne avec notre projet intitulé Ivo Jeux. Avant de terminer, j'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué au projet. On voit ici les personnes qui ont aidé avec les entretiens de codification, les analyses, les transcriptions. Et aussi encore un grand merci pour Sylvia Kérouz, Tara Hamen et Emily Jobin, et encore pour la source de financement.
Alors, sans plus tarder, pour les 30 prochaines minutes, nous aurons la chance d'entendre Sylvia Kéros pour nous présenter son projet. Je ne sais pas si vous êtes... Oui, voilà. Je ne vous voyais pas à l'écran, je m'inquiétais. Donc, vous allez pouvoir nous présenter votre projet intitulé Portrait des jeux de hasard et d'argent en ligne au Québec, regard sur une transformation amorcée en temps de pandémie. Donc, on a bien vu que vous collaboriez, hein, toutes les deux. Donc, il y a des réponses aux questions qu'on voyait précédemment qui vont arriver probablement dans votre présentation. On a bien hâte de vous entendre. Je vous présente brièvement. Donc, Sylvia Kéros est professeure titulaire au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia. Ses travaux de recherche actuels sont financés par les instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et le Fonds de recherche du Québec, secteur société et culture. Ils s'inscrivent dans une perspective de santé publique critique et portent sur les déterminants sociaux des jeux de hasard et d'argent et le rôle des politiques publiques comme stratégie préventive de réduction des méfaits. Elle a publié de nombreux articles dans des revues de sociologie, d'épidémiologie sociale et de santé publique et a remporté le prix Brainstar des instituts de recherche en santé du Canada pour ses travaux novateurs sur le rôle des contextes sociaux dans les comportements de dépendance. Elle a piloté 8 enquêtes populationnelles d'envergure au Québec et au Canada au cours des 10 dernières années. Donc, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là dans les dernières années. Elle collabore également avec des universitaires et des institutions clés au Québec, au Canada, puis à l'étranger. Ajoutons qu'elle est titulaire de la chaire de recherche sur l'étude du jeu et co-dirige l'équipe en partenariat clinique Hermès. Je n'en dis pas plus, je vous cède la parole, puis je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Gendron. Je vais commencer par remercier le fond. En fait, je dois commencer par partager ma présentation pour être sûr que ça marche. J'espère que c'est visible en plein écran. Parfait. Oui, très Alors, bien. j'aimerais bien sûr remercier le Fonds de recherche du Québec pour cette subvention qui nous a permis quand même en très peu de temps de se mobiliser pour répondre à une grande question qui est premièrement, bien sûr, faire le portrait des jeux de hasard au Québec, mais aussi apporter un regard sur qu'est-ce qui s'est passé en temps de pandémie, euh, euh, durant bien sûr la première année de la pandémie, mais à plus long terme, les impacts sur les 3 années, 2 et 3 années qui ont suivi la déclaration de la crise socio-sanitaire. Euh, je dois dire que cette présentation, je l'ai fait comme dans un esprit d'une activité de transfert de connaissances. Donc, je vais beaucoup axer la présentation sur les constats qu'on a pu dégager de ce projet-là et les recommandations. Euh, c'est toute une équipe, comme vous voyez, c'est toute une équipe, une armée en fait de chercheurs qui est autour de ce projet-là et je pense que sans leur présence avec moi dans ce projet-là, ce travail n'aurait pas pu être possible. Je vous rappelle que c'était un concours qui s'appelait Étoile filante, donc il fallait faire ça vite, tant au niveau de produire un projet, le soumettre et après le réaliser. Donc on était vraiment toujours à bout de souffle dans ce projet-là parce qu'on collectait des données, vous allez le voir, et on avait à peine le temps de terminer une collecte qu'on amorçait la suivante et dans un contexte assez difficile et inhabituel en fait. J'aimerais remercier aussi mon équipe de recherche. En fait, tout ce monde-là ont travaillé, les petites mains là, qui ont fait tout le travail de longue haleine sur les données, sur l'écriture, sur l'analyse, les entrevues. En fait, il y a eu énormément de travail dans ce projet. Je vous montre même pas la photo des intervieweurs et des codeurs parce qu'une acétate n'est pas assez, même deux, c'est pas assez. Euh, Avant de commencer, malheureusement, je dois faire un pas en arrière pour vous dire qu'on était en fait dans une situation littéralement irréelle. Ça avait l'air de ça, Montréal, le plateau Mont-Royal complètement vide. On était tous confinés chez nous. Donc, nous-mêmes, quand on travaille sur ce projet-là, puis on est en train de publier en ce moment, on a du mal à se rappeler que c'était aussi dramatique et aussi irréel et inattendu.
Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a essayé de voir, bon, bah, c'est majeur, c'est un laboratoire expérimental vivant qui se déroule sous nos yeux, et c'est quoi l'impact sur le jeu en ligne? Et on a eu la chance ici au Québec qu'il y a eu quand même une mobilisation de la part du M3S et bon, accompagné par le FRQSC pour lancer ce genre de concours qui était tellement important et nécessaire durant ces moments-là. C'est un moment unique et on a saisi cette opportunité pour comprendre un peu des enjeux qui sont au-delà de la pandémie, je pense. Alors, je vais présenter brièvement le projet, puis le rapport est accessible, donc je n'irai pas tellement beaucoup dans les détails, puis ça me fera plaisir de répondre à des questions par la suite s'il manque de l'information dans ce que je présente. Mais brièvement, on a pris la décision collectivement comme équipe de trouver la meilleure façon de recueillir le plus de données possible pour essayer de qualifier cette situation et qualifier le jeu en ligne pendant la pandémie, mais durant les 2, 3 années qui ont suivi. Et on a décidé d'aller dans un devis séquentiel à méthode mixte, c'est-à-dire qu'on a combiné à la fois des méthodes qualitatives et quantitatives. Vous allez voir, je vais montrer dans la prochaine acétate, il y a une enquête populationnelle qui a permis de faire le portrait populationnel, mais on a bonifié cette enquête-là par un ensemble d'entrevues qualitatives pour comprendre un peu l'expérience des joueurs. Et finalement, on a décidé de se tourner vers d'autres sources d'informations, et ça, c'était peut-être l'aspect novateur du projet, d'aller chercher un peu les activités de jeux en ligne sur le web, donc sur des sites de jeux en ligne, et d'essayer de trianguler cette information, donc de compléter un peu les limites des données autodéclarées par des sources de données qui avaient leurs limites, mais qui apportaient un autre regard sur la prévalence du jeu en ligne. Alors, comme vous pouvez voir, c'était un monstre à plusieurs tentacules, je peux vous le dire très ouvertement. On a commencé par une étude populationnelle en 2021, donc qui a couvert la période de la première année de la pandémie et même comment les gens jouaient l'année avant la pandémie. Et on a suivi la même cohorte qu'on a créée, donc cet échantillon qu'on a créé en 2021, à 3 moments. 2 fois en 2022 à des écarts de 6 mois et en 2023, donc on couvrait littéralement 3 années complètes de collecte de données. On avait un échantillon quand même assez large de 4000, presque 4500 répondants et avec une méthodologie mixte avec des appels téléphoniques et un panel web. Le portrait, le côté entrevue qualitative était mené auprès de 96 répondants qui ont été recueillis ou recrutés à partir de l'échantillon populationnel. Et vraiment, c'était des entrevues en temps de pandémie avec un système complexe de rejoindre les répondants, de les interviewer et de les rencontrer toutes virtuellement. Et finalement, le troisième aspect, c'était d'aller chercher ces données qu'on appelle administratives, de visite, d'achalandage sur les sites de jeux en ligne. En fait, c'est une procédure complexe d'aller avec des systèmes qui font l'enregistrement de visites sur des sites de jeux en ligne au Canada. Et aussi, on a recueilli des données sur la ligne d'aide, jeux, aide et références, parce que on voulait savoir aussi par cette façon par les appels, s'il y a eu une augmentation, pas nécessairement en fait, de la prévalence et du besoin d'aide, en fait. Initialement, le projet voulait utiliser aussi les données du site de jeux en ligne de l'Auto-Québec, mais les données qu'on nous a fournies n'étaient pas exactement ce qu'on voulait. Donc, on avait des données qui étaient très minimales, qui ne répondaient pas à nos objectifs. Et finalement, des données du Centre de réadaptation en dépendance qui étaient supposées être accessibles avec des changements dans la loi. On n'a pas pu avoir accès à ces données-là. Alors, j'aimerais juste revenir un point pour dire que l'objectif global de ce projet était, il y avait trois objectifs. Faire un portrait populationnel de l'état du jeu en ligne euh, et compléter ce portrait-là par l'expérience subjective des joueurs en temps de pandémie. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième était de regarder un peu les enjeux entourant les stratégies de jeu responsables. Et troisièmement, le plus gros objectif qui était le plus gros défi, c'était d'élaborer des recommandations
afin d'améliorer la mise en place de stratégies de réduction des méfaits, de prévention et d'intervention. Donc, la présentation aujourd'hui va être autour de ces recommandations principalement. Alors, je vais commencer par présenter 5 constats. Ça, c'est les 5 constats qu'on retire de l'ensemble de l'œuvre, de l'ensemble du projet. Le premier constat, c'est par rapport à la prévalence du jeu en ligne et l'impact de la pandémie. Alors, quand on regarde les chiffres, et je vous donne un peu le portrait depuis 2012, on avait les taux de prévalence du jeu en ligne qui étaient de 1,3%. Il y a une étude de la Direction de la santé publique de Montréal qui a été menée en 2018 qui a donné d'autres chiffres, 5,2% en 2018. Et finalement, en 2021, quand on a fait l'enquête, on se retrouve avec un taux de prévalence de 15,6%. Je pense que ça répond à la question d'une personne qui participe aujourd'hui au webinaire. Donc, comme vous pouvez voir, le jeu en ligne au Québec est en constante augmentation et l'augmentation est quand même assez marquée entre 2018 et 2021, probablement un effet combiné d'une augmentation qui est continue et de la pandémie. Quand on regarde aussi les chiffres par rapport, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il y a des problèmes associés au jeu et dans quelle proportion, on voit toujours le même constat qu'on a déjà observé dans le passé, que les joueurs en ligne présentent un risque de problème beaucoup plus élevé que ce qu'on observe dans l'ensemble de la population des joueurs. C'est-à-dire le jeu en ligne vient s'associer à des problèmes de façon beaucoup plus prépondérante que les autres jeux, le jeu hors ligne, par exemple. Si on regarde ici les chiffres, on a à peu près 20% des gens, près de 18-19% qui sont à risque modéré ou élevé dans notre échantillon de joueurs en ligne. Et quand on soustrait le groupe qui présente le moins de risques, qui souvent sont des joueurs qui n'ont pas nécessairement un haut niveau de risque, qui sont les joueurs exclusifs de loterie, on peut voir que cette proportion de joueurs à risque modéré et élevé monte à 25%, proche de 25%, donc un joueur sur 4. Donc, il y a quand même cette réalité que le jeu en ligne emmène des méfaits dans une plus grande proportion que d'autres formes de jeu. Et quand on regarde aussi l'impact de la pandémie, ce qui est l'objectif de ce projet-là, on voit que l'impact est quand même emmène et a un effet un peu plus important parmi certains groupes plus vulnérables qui sont les joueurs à risque modéré ou élevé. Et je vais illustrer un peu, ne regardez pas le graphique, qui est très dense, je vais vous illustrer dans ces acétates-là. Donc ici, on regarde, on a demandé à nos joueurs, est-ce que la pandémie a un impact sur vos habitudes de jeu en ligne? Et on a regardé si cet impact-là est différent, si on est un joueur à faible risque, à risque modéré, à risque élevé. C'est notre conception un peu de la vulnérabilité aussi par rapport aux jeux en ligne. Et on voit que les bâtons verts, c'est une augmentation, les bâtons en bleu clair, c'est une diminution, puis les gens qui déclarent qu'il n'y a eu aucun impact, c'est le bleu foncé. Ce que j'ai essayé de vous montrer ici, je les ai mis des barres en jaune et en rouge pour les joueurs à risque modéré à élevé quand il y a une augmentation. Donc finalement, si on regarde, il y a un gradient dans l'impact de la pandémie. Et cet impact-là est significativement plus grand quand c'est des joueurs à risque modéré et encore plus quand c'est des joueurs à risque élevé pour les machines à sous. On l'observe littéralement pour toutes les activités de jeu systématiquement, mais je vais vous illustrer juste quelques-uns qui sont les jeux les plus prévalents. On observe la même chose pour les joueurs de poker, une augmentation significative de l'impact de la pandémie selon la sévérité, la gravité du problème de jeu. Et la même chose pour les paris sportifs, on voit encore ce gradient-là. Donc, si on arrive aux premières recommandations, le jeu en ligne doit demeurer, on recommande que le jeu en ligne demeure un enjeu de santé publique au cœur des priorités. Et comme énoncé dans le rapport du groupe de travail sur le jeu en ligne en 2013, le monitorage du jeu en ligne au Québec doit se poursuivre afin de permettre une évaluation vraiment des impacts au niveau individuel et collectif, mais surtout de détecter des enjeux émergents d'une réalité en transformation. On vient de voir que ça change et ça évolue. On va le voir plus tard dans les acétates, mais dans les diapositives, mais on voit aussi que ce phénomène n'a pas arrêté d'augmenter et de devenir de plus en plus populaire.
Je vais passer maintenant au deuxième constat par rapport à trois facteurs de risque qui nous semblent importants, en tout cas qui ont sorti importants dans nos résultats à partir de nos données. La mixité dans les habitudes de jeu en ligne et hors ligne est un facteur de risque. On a vu dans nos données que les joueurs qui jouent en ligne et hors ligne de façon égale, intensive dans les deux formats, ont maintenu ces modalités de jeu, ont des habitudes plus intenses et se distinguent par une participation beaucoup plus grande à des jeux qui nous semblent beaucoup plus problématiques, qui sont les machines à sous et le nouveau jeu de plus en plus populaire qui sont les paris sportifs. Et à l'inverse, quand on regarde les joueurs qui ont privilégié plus le jeu hors ligne, ou opté pour le jeu hors ligne exclusivement ou dans une grande proportion, c'est des joueurs qui participent moins à des activités de jeu et parient moins aux deux activités qui nous semblent plus problématiques, qui sont les machines à sous et les paris sportifs. Ils sont beaucoup plus représentés parmi les joueurs de loterie. Le deuxième facteur de risque, c'est le temps. Dans nos études, on porte une grande attention à l'argent parce qu'on est dans les jeux de hasard et d'argent, mais on le savait, puis on l'avait déjà écrit plusieurs fois, puis on a réfléchi beaucoup là-dessus avec des collègues sur l'importance du temps. Et ce qui semble ressortir des données ici, c'est que le temps était un facteur extrêmement important plus de temps quand les gens, on leur a demandé pourquoi vous avez augmenté, vous avez commencé à jouer, ils nous ont parlé du temps qui est disponible. Et c'était vrai, on le sait tous, pendant la pandémie, on avait plus de temps, mais cette disponibilité du temps vient jouer quand même à favoriser un peu le jeu en ligne. Et à l'inverse, ce même temps joue aussi pour limiter. Quand on a moins de temps, on joue moins. Les gens nous disent pourquoi vous avez, quand on leur a demandé pourquoi vous avez diminué ou arrêté de jouer en ligne, et on dit c'est le temps qui nous manquait. On avait moins de temps parce qu'on était pris pour des premiers répondants ou des gens qui ont été sollicités. Donc ce facteur temps est particulièrement, il nous a intrigués. On va revenir là-dessus dans les recommandations. Et le troisième facteur, c'est la disponibilité de l'offre. On a vu aussi ce phénomène où les gens nous ont dit, bah, les jeux de hasard et d'argent ne sont pas disponibles en lieu physique, donc on a bougé en ligne. Donc cette accessibilité qu'on a toujours soupçonnée comme étant un facteur de risque pour le jeu en ligne, c'est encore confirmé ici. Les gens, quand ils trouvent que le jeu en ligne est facilement accessible. Mais en même temps, cette même accessibilité, et ça c'était extrêmement intéressant, cette accessibilité, quand elle n'est pas là, elle peut aussi jouer en faveur d'un certain rétablissement. Ici, Diane nous dit, j'ai consulté des psychologues, j'ai consulté, ne ris pas de moi, je vais te montrer comme j'étais rendue découragée de moi-même. J'ai consulté même un curé pour être exorcisée. Je suis allée dans toutes les ressources du gouvernement, des affaires de main. Pour payer, je suis allée aux réunions des joueurs, de gambling anonyme. Je suis allée à tout ça. Ça n'a rien donné. La seule affaire qui a donné, c'est quand ils ont fermé les bars. Là, je vais te dire une affaire. Je pense que si jamais je rencontre le microbe, je pense que je vais l'embrasser. Alors, quand on arrive ici avec ces trois constats, nous souhaitons recommander que l'incitation des joueurs hors ligne à transiter vers le jeu en ligne est à proscrire. On voit clairement qu'il y a quelque chose, il y a une interrelation entre le jeu hors ligne et le jeu en ligne. Et il y a des stratégies qui essayent de promotion, qui essayent de lier les deux. Puis ça, c'est quelque chose qui nous semble être un facteur de risque pour certains joueurs. Ce qu'on a trouvé aussi, c'est que c'est extrêmement important d'intégrer la dimension temporelle dans les campagnes de prévention et dans le traitement, en parler, parce que ce temps disponible, c'est du temps mis dans le jeu, c'est du temps emprunté des fois sur d'autres choses, mais le temps semble être un facteur sur lequel on peut jouer pour faire de la prévention et intervenir. Et finalement, l'accessibilité, on recommande d'encadrer l'accessibilité physique et temporelle au jeu, en ligne et hors ligne, en imposant des mesures de limitation d'accès et de durée de jeu. Là, je vais passer au troisième constat. On s'est éloigné un peu de l'individu, puis on a regardé un peu le paysage du jeu, l'offre de jeu. Dans quel écosystème, et c'est quoi l'écologie de cette offre du jeu en ligne?
Et quand on a regardé le nombre de visites sur les sites de jeux en ligne, on voit clairement qu'il y a une intensification de l'offre de jeux en ligne. Et ce que je vous présente ici, ce qui est extrêmement intéressant, à gauche, on a les opérateurs étatisés. On a pris plusieurs sociétés d'État à travers le Canada, incluant l'Auto-Québec. Puis ce qu'on voit durant ces périodes-là de la pandémie, de 2019 en fait jusqu'en 2023, il y a une stabilité incroyable. Il y a peut-être des petits mouvements, mais l'offre sur ces sites-là était, le nombre de visites sur ces sites-là est demeuré relativement stable. Et à droite, si on regarde les opérateurs privés, on voit qu'il y a un marché volatile, un marché qui bouge beaucoup. Ici, on ne voit pas l'ampleur des mouvements des lignes qui sont dans le bas parce qu'on a des lignes dans le haut qui bougent énormément, mais tous ces opérateurs-là bougent vraiment, augmentent, diminuent. Il y a un marché qui est très capitaliste, très actif, qui envahit notre société. Et l'autre facteur qui nous semblait important dans le paysage du jeu, c'est la publicité. Alors, quand on a demandé à nos répondants de nous dire comment ils percevaient la fréquence de la publicité sur le jeu durant la première année de la pandémie, on voit clairement ici qu'il y a quand même une certaine proportion de gens, au moins 50% des gens en général nous ont dit qu'ils ont vu plus de publicité. Et encore là, cette perception d'une plus grande publicité est beaucoup plus marquée parmi les joueurs plus vulnérables, donc à risque modéré et à risque élevé. Je vous donne un exemple d'une entrevue. J'ai désinstallé les applications. Là, je capote parce que je n'arrête pas de recevoir encore des courriels, des messages textes de compagnies de casinos en ligne, justement. J'ai beau bloquer les numéros, ça rappelle. C'est du contrôle, mais je suis comme over it. Donc, on voit qu'il y a quand même une grande sollicitation, pas juste au niveau de l'enquête qu'on a administrée, mais le vécu des gens, les joueurs perçoivent qu'il y a quand même une, un- une insistance dans les stratégies de publicité et de promotion. Et les joueurs nous ont parlé de la fidélisation, les stratégies de fidélisation, d'accessibilité et de facilité, mais la diversification aussi des jeux. Il y a un joueur qui nous a dit, bah, écoutez, je vais pour acheter mon billet de loterie, puis là, c'est comme un guichet unique. J'ai accès à plein, il y a plein de promotions, il y a plein de jeux. C'est comme si on est à Disney avec plein de jeux autour. Donc, c'est très sollicitant. Et quand on a demandé à nos participants, est-ce que cette publicité a influencé votre fréquence et vos dépenses au jeu, on voit ici clairement qu'il y a aux alentours de 20%, donc un joueur sur cinq qui disent oui, effectivement, ça m'a influencé à jouer plus ou à dépenser plus. Et cette proportion est beaucoup plus importante pour les joueurs à risque modéré et élevé qui passent à près de 45% et plus que 60%, proche de 70% pour les joueurs à risque élevé. Alors, pour une des recommandations qu'on a fait à l'issue de ces données-là, c'est qu'il est extrêmement important d'entamer un chantier sur les meilleures pratiques pour réguler le jeu en ligne. Et ça, je vais revenir à la fin de la présentation dans quelques minutes. Et même si c'est très osé ce que je vais dire ici, mais je pense que d'autres juridictions sont rendues là, il faut mettre fin à la publicité des jeux de hasard et d'argent et à leur promotion conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, le quatrième constat, c'est par rapport aux services d'aide. Quand on a demandé à nos répondants, à nos participants, en fait, de nous dire est-ce qu'ils connaissent les services qui existent? Et on a 40% des répondants qui ont dit oui, on les connaît, ces services-là. Par contre, quand on leur demande s'ils ont utilisé en fait, le service au sens large, avec n'importe quelle forme de soutien, on a 2,4% des gens qui sont tournés vers un soutien informel ou formel. Donc, membres de la famille ou des professionnels de la santé, un site web, une ligne d'aide, un centre de réadaptation. Donc, il y a vraiment peu de gens qui ont eu recours au service durant la pandémie. Mais quand on regarde, par exemple, un service qui est la ligne jeu aide et référence, puis on l'a regardé pour voir un peu est-ce qu'il y a eu une augmentation qui donne une indication indirecte de l'augmentation aussi des problèmes de jeu. Et la ligne, si on regarde ici la courbe, on voit qu'elle est ascendante. Donc, sur une période de
4 ans, on voit une augmentation significative des appels à la ligne Je aide et références. Et je vous ai identifié trois cercles pour montrer qu'à certains moments, il y a eu ce qu'on appelle des cas aberrants ou des outliers, c'est-à-dire c'est des cas extrêmes. Et ces cas-là coïncident un peu avec certaines périodes de la pandémie où les appels ont été beaucoup plus nombreux que ce qu'on observe d'habitude. Quand on regarde aussi la durée moyenne des appels, et on voit aussi que c'est une courbe ascendante, c'est-à-dire que la durée a augmenté continuellement et continue à augmenter. Ça peut être une indication de la gravité des cas qui appellent, mais vous voyez aussi que durant les périodes de confinement, au moins la première, la deuxième et la dernière, on voit qu'il y a quand même une augmentation significative de la durée des appels. Et le dernier constat par rapport à la ligne est toujours dans l'esprit de qu'est-ce qu'on peut faire, quelles seraient les recommandations. On voit ici que la ligne mauve, elle vient rejoindre la ligne bleue. Et ces deux lignes-là, la ligne mauve, c'est le clavardage et la bleue, c'est celle des appels téléphoniques. Et on voit que le clavardage est particulièrement populaire et augmente en popularité. C'est un effet peut-être du jeu en ligne en soi, parce qu'on a des joueurs en ligne qui sont beaucoup plus à l'aise en ligne, mais aussi il faut réfléchir aux cohortes avec lesquelles on va travailler de plus en plus. Les jeunes cohortes, c'est des gens qui sont nés et ont grandi avec Internet. Je vous rappelle que si on veut rejoindre les jeunes, nos enfants, si on les appelle par téléphone, ils trouvent ça très, très bizarre. Si on leur envoie 100 textos en 1 minute, c'est correct. Donc, c'est aussi cet esprit-là que la modalité clavardage est beaucoup plus culturellement acceptée présentement. Donc, sur la base de ces constats-là, on est arrivé à 3 recommandations en temps de crise sociale, sanitaire, climatique. Il faut s'assurer que l'accessibilité des services d'aide, la manière d'accéder à la disponibilité soit mieux connue et publicisée, à la manière de la publicité sur l'offre de jeu. L'offre de jeu a été très, très active. Il y avait beaucoup de publicité sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, et on n'a pas fait vraiment le 10% de ce qu'on fait pour la promotion de jeux au niveau de la prévention et l'accessibilité aux services. Il faut en pousser dans ce sens-là. La deuxième recommandation, c'est d'assurer un soutien adéquat aux services d'information et d'aide à distance, particulièrement pour les circonstances où les gens se trouvent isolés. Et les joueurs en ligne sont généralement des gens, puis Eva l'a montré peut-être dans son étude, ils aiment être seuls, ils aiment être isolés, puis ils sont devant leur machine. Donc, il y a peut-être des façons plus novatrices qu'il faut mettre en place. Et finalement, investir plus dans le service de clavardage comme canal d'intervention, c'est une piste intéressante. Là, j'achève avec les derniers constats sur le jeu responsable. Alors, on a posé des questions aux gens. Est-ce que vous êtes auto-exclu? Est-ce que vous avez limité votre temps de jeu, votre dépense, etc. Et le premier constat, c'est que les joueurs à risque modéré et élevé connaissent moyennement bien les mesures de jeu responsable, et les utilisent peu. Le deuxième constat, c'est que les mesures d'auto-limitation sont peu utilisées, c'est-à-dire que les gens utilisent très peu, moins que ce qu'on souhaite, les mesures où ils mettent une limite de temps, une limite d'argent, particulièrement pour les joueurs à faible risque, en sachant que c'est pour eux qu'on souhaite en fait que ces mesures s'appliquent parce qu'on ne veut pas qu'ils avancent dans une zone à plus haut risque. Et les recommandations qu'on fait sont de 3 ordres. C'est important de créer des outils contraignants de pré-engagement et d'auto-exclusion conformément aux recommandations de l'OMS. C'est-à-dire, il faut que ces mesures-là ne soient pas optionnelles. Il y a des mesures qui doivent être imposées à l'inscription pour les joueurs pour qu'ils puissent quand même baliser leurs habitudes de jeu. La deuxième recommandation, c'est d'instaurer des mesures de sécurité et de limitation universelle des pertes et des mises maximales et des pauses obligatoires. Il faut que ces mesures-là soient imposées aux joueurs et l'OMS a des recommandations très claires là-dessus. Et finalement, il y a peut-être des façons très novatrices sur lesquelles on travaille et d'autres équipes travaillent dans le monde de trouver des façons d'utiliser les données en ligne pour créer des outils de repérage des joueurs qui ont des problèmes.
Alors, ces outils-là sont très intéressants parce que quand on détecte un joueur qui a un problème, ben, il y a toute une panoplie de choses qu'on peut faire. Arrêter de solliciter, limiter la publicité, peut-être essayer de référer vers des services d'aide. D'autres juridictions ont déjà imposé ces mesures pour les opérateurs de jeux, comme la France, par exemple. Alors, je vais terminer avec des recommandations générales et je pense que je ne sais pas si... Voilà. Alors, j'ai structuré les recommandations générales qui vont reprendre quelques recommandations que j'ai faites sous la prévention dans un premier temps. On a besoin de mobiliser divers acteurs en prévention. Pour l'instant, les mesures de jeu responsable ne sont pas suffisantes. Elles viennent de l'opérateur et c'est des mesures qui viennent encadrer l'offre directement au moment du jeu, alors qu'on a besoin de faire une prévention réelle qui s'adresse à la population, qui viendrait d'autres organismes comme le ministère, comme des organismes spécialisés en prévention. On a besoin de profiter d'opportunités en ligne. Il y a des façons intéressantes de faire de la prévention en ligne, de rejoindre les joueurs, de les détecter, en fait, comme j'en ai parlé, les modèles de détection qui sont intéressants, puis assez solide en termes de modèles d'algorithmes de détection. Il faut travailler dans ce sens-là et les évaluer et les valider pour être sûr qu'on respecte dans le cadre légal actuel de respect de la vie privée et de l'équité, c'est-à-dire qu'on détecte également tous les groupes sociaux et on respecte la vie privée des individus. Au niveau des services, les recommandations générales, c'est que c'est important d'augmenter le nombre de joueurs qui recherchent de l'aide. On a très peu de gens qui se tournent vers nos services d'aide. C'est ce qu'on a observé durant la première année de la pandémie. C'est important de faire plus. Puis là, je n'irai pas dans les détails, mais il y a le premier obstacle, c'est la stigmatisation. Il faut que le message soit déstigmatisant et que les ressources soient connues et accessibles. Ah, ah, Dans ça, je mettrai l'importance du service de clavardage, de la ressource d'aide et de référence de jeux aide et référence. Et c'est important, en fait, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, d'adopter le principe de aucune mauvaise porte, no wrong door, c'est-à-dire que les gens devraient être capables, les joueurs devraient être capables de, à n'importe quel moment de leur trajectoire de jeu, trouver une porte où ils peuvent cogner si jamais ils ont un problème de jeu. Ça peut être des mesures d'autolimitation, de jeu responsable, qu'on appelle jeu responsable. Ça peut être la ligne téléphonique, ça peut être les services d'aide, mais il faut qu'il y ait une certaine intégration et une continuité entre les services. Et finalement, je pense que si j'ai un message sur lequel j'aimerais vraiment mettre l'emphase, c'est celui de la régulation. Vous savez, les jeux qu'on a, les jeux qui sont accessibles en ce moment, on sait qu'il y a des jeux qui sont à très haut risque pour les joueurs, mais on n'a aucune façon de surveiller les jeux qui se retrouvent sur le marché en ce moment au Québec. Donc, il faut veiller à ce que les jeux rencontrent des seuils à faible risque. Sinon, il y a des mesures à prendre pour limiter la disponibilité des jeux qui sont à haut risque. Il faut réguler la publicité, il faut réguler le marché offshore. On a vu qu'il y a un ensemble d'acteurs, un ensemble d'opérateurs qui échappent à la régulation en ce moment. La solution est compliquée. Il n'y a pas une solution optimale, mais on ne peut pas laisser le marché dans son état actuel sans aucune régulation et qui échappe. En fait, c'est dans le but de protéger les joueurs que c'est important de mettre un cadre pour ces opérateurs. Et finalement, la question existentielle autour des modèles monopolistiques, c'est une question qui revient, pas juste au Québec, mais un peu partout dans le monde. La Suède a abandonné le modèle monopolistique. Il y a d'autres pays qui l'ont abandonné il y a plusieurs années. Comment est-ce qu'on va gérer un marché? Est-ce qu'on est prêt à abandonner ce modèle-là? Sinon, comment on va faire en sorte qu'on va faire survivre le monopole d'État tout en contrôlant le marché qui coexistent en parallèle. Alors, la grosse recommandation, et je vous garantis c'est la dernière, c'est
on a besoin d'un accord cadre international. Quand on parle du jeu en ligne, c'est un marché qui est déterritorialisé. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Ce qui marchait pour le jeu hors ligne ne marche plus pour le jeu en ligne parce que le marché est très fluide et il passe à travers toutes les frontières. La réflexion est déjà amorcée dans beaucoup de pays. Il y a des initiatives de recherche, mais il y a des initiatives aussi de régulateurs à travers le monde. Le Québec doit être une partie prenante des initiatives internationales de réflexion sur la régulation du jeu en ligne. Et actuellement, cette réflexion n'est même pas amorcée au Québec. Et pour ce faire, il faut que le Québec doit mettre en place une instance de régulation indépendante des jeux de hasard et d'argent pour amorcer de façon intègre, objective et transparente ce processus de réflexion. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions qui surgissent, je vais garder le mot de la fin, en fait, pour Valérie Garceau. Je lui réserve, puisque c'est notre représentante du partenaire qui a financé ces projets. Puis, on est très reconnaissant hein, pour ce financement. On voit que la recherche, justement, apporte quelque chose, donne une envie aussi de mobiliser plusieurs acteurs importants. Donc, merci. Je voudrais remercier, oui, le M3S, mais aussi nos deux équipes. Vous avez aussi collaboré à partir de bases de données communes. On voit que vous travaillez en équipe, concertée, puis que vous exploitez hein, au maximum les données que vous avez dans différents projets. Vous les mettez aussi au service des étudiants, des étudiantes, donc de notre relève en recherche. Donc, je veux simplement le souligner. Vous avez fait toutes les deux là, un travail incroyable avec vos équipes. Un grand merci à vous. Madame Euh, Gendron, je peux vous interrompre 2 secondes parce que Allez-y, oui. je trouve que en tout cas, je réfléchis aux commentaires de Madame Roy, puis ce que vous dites. J'aimerais juste dire qu'on est chanceux au Québec parce qu'on a une communauté de chercheurs dans le domaine des jeux de hasard et d'argent qui est très, très tissée serrée. On est très solidaires. On a des gens comme moi avec des cheveux gris, mais on a une relève aussi très, très, très forte. Et il y a vraiment un esprit de collaboration très, très fort. Et on a du financement. Donc, je pense que ça aussi, que quand on se compare, on se console. Ça a commencé en 2002 avec les premiers financements du FRQ, mais ça continue, puis on espère que ça va continuer. C'est ça qui nous a permis de créer une communauté de chercheurs sur un nombre incroyable, puis avec une collaboration que les autres pays, en tout cas, nous envient de ce contexte-là. Donc, il faut le dire, là. Quand ça va mal, on vous le dit, mais quand ça va bien, il faut vous le dire aussi. Alors, merci beaucoup. Ben, merci. Vos mots vont être meilleurs que nos conclusions finalement. Mais il faut le dire aussi, c'est une longue collaboration avec le M3S là, qui date depuis 2002. Donc là, on le voit, hein, la recherche, ça demande du temps, ça demande des ressources, puis là, on voit les aboutissements. Donc, merci de le rappeler qu'on a une certaine chance également. Je rappelle aux personnes qui sont parmi nous que les présentations ont été enregistrées. Elles sont accessibles sur notre site web dans quelques jours. En tout cas, vous allez les trouver sur les pages des projets. Donc, l'invitation que vous avez reçue, vous avez les liens vers les pages, vers les rapports, et puis la vidéo va apparaître. Sinon, vous allez sur notre chaîne YouTube du Fonds. Puis, on va vous envoyer un sondage. Donc, on vous demande d'y répondre. On aime bien là, pouvoir s'améliorer chaque année, après chaque activité de transfert, savoir qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu. Donc, n'hésitez pas à répondre à notre sondage. Et le vrai mot de la fin, je le laisse à Valérie Garceau. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Karine. Je voulais profiter du fait que notre rencontre tire maintenant à sa fin pour simplement remercier les deux équipes qui nous ont présenté leur projet aujourd'hui au nom de la Direction des services sociaux généraux à la dépendance et à l'itinérance du M3S. Avec les présentations, on a vu à quel point la pandémie a vraiment eu un impact considérable sur le jeu en ligne, mais aussi sur les conséquences qu'on voit chez les personnes joueuses. C'est donc pour nous vraiment essentiel ben, qu'on puisse tirer des leçons de cette expérience-là, entre autres par le biais de la recherche. Ça va nous permettre, entre autres, d'adapter nos politiques publiques, mais aussi notre offre de services pour les personnes aux prises avec un problème de jeu plus pathologique. Je voulais aussi prendre un moment pour remercier toutes les personnes qui ont assisté à la présentation avec nous et qui ont aidé
alimenter la discussion par le biais de leurs commentaires. Également, un petit mot de remerciement à toute l'équipe du FRQ qui s'est chargée de l'organisation. C'était vraiment une belle rencontre. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi.